Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances de carnaval si vous aviez la chance de partir à la montagne par exemple. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver après une semaine de repos pour épingler ce qu'il s'est passé sur les circuits ATP et WTA la semaine dernière. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Louis Barrigan qui décortique avec moi depuis le début de l'année l'actualité sur les cours. Salut Louis, pas de vacances pour toi, hein? Salut Christelle. Pas de vacances, le travail a continué, mais je suis ravi en tout cas de voir tes belles traces de bronzage. J'encourage tout le monde à aller voir ça sur YouTube. Elle est vraiment partie au ski en tout cas, Christelle. Voilà, et sachez que Philippe Dehaze va bien, hein. Il sera bientôt de retour au micro de Je sais tes podcasts lui aussi. On analysera ensemble les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Indian Wells dont les qualifs ont débuté ce dimanche. Alors cette semaine dans ce podcast, vous êtes gâtés, le menu est copieux parce que 5 tournois se déroulaient en même temps la semaine dernière. En plus des ATP 500 de Dubaï et d'Acapulco chez les hommes, il y avait le WTA 500 de Mérida au Mexique chez les femmes et puis deux autres ATP 250 complétaient la série, celui de Santiago et d'Austin. Louis a plein d'anecdotes dans son sac à vous partager. Vous faites bien d'être à l'écoute et ou de nous retrouver sur YouTube. Alors si vous êtes bien installés, on est parti. Après l'ATP 500 de Doha, remporté par Carlos Alcaraz, c'est donc celui de Dubaï qui battait son plein la semaine dernière. Malheureusement, pour les organisateurs, la finale ne s'est pas jouée. Elle devait avoir lieu entre Talon Griekspoor et Daniil Medvedev, mais le Hollandais s'est blessé à l'ischio de la jambe gauche lors de sa demi-finale contre Andrei Rublev. C'est donc sans jouer que Daniil Medvedev a remporté son 23e titre sur le circuit ATP, son deuxième déjà cette saison après sa victoire à Brisbane en janvier. Daniil Medvedev a atteint la finale de Doha après avoir dominé Félix Auger-Aliassime 6-4, 6-2 en demi-finale, avec une stat à souligner, Louis, c'est son énorme efficacité au service. 88% de points gagnés derrière sa première balle. Toute la semaine, Medvedev s'est montré particulièrement solide en ne perdant pas plus de 6 jeux par match. Il a sorti Jun Cheng-Chang, Stan Wawrinka, Jenson Brooksby et Félix Auger-Aliassime, donc tête de série numéro 1 de ce tournoi. Il a fait cette déclaration plutôt amusante, Daniil Medvedev. Nous savions avant le début de la semaine, vu la façon dont je m'entraînais, que je ne pouvais pas rater une balle. Nous savions que ça allait être une excellente semaine. Ça l'a été et j'ai hâte de disputer les prochains tournois. C'est marrant, hein, il l'avait donc senti qu'il était en grande forme et qu'il allait être efficace cette semaine. Il s'est vraiment très bien senti dans ces conditions qui, il faut le dire aussi, lui allaient à merveille. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était son match à Daniil Medvedev contre Félix Auger-Aliassime, où il a tout simplement été parfait Ouais. au retour, au service. Et pourtant, on sait que Félix était complètement en feu sur ce début de saison, dans des conditions indoor surtout. Mais voilà, très impressionnant. Ça, c'est pour le jeu purement. Et c'est une déclaration d'après-tournoi qui m'a un peu dérangé de la part de Daniil Medvedev. On lui pose la question sur l'enchaînement des blessures des joueurs, sur le fait que beaucoup de joueurs se retirent des tournois. Mhm. Et lui répond à un journaliste en disant faites 4 grands chelems et 11 masters. Tous les autres tournois ne comptent pas pour des points ATP. Les tournois ne feront jamais ça parce qu'ils ont bien trop à perdre. Mais là, c'est la seule manière de faire un circuit plus court. Il a mis en lumière la blessure d'Holger Rune, qui bataillait pour ce top 8 au Masters de Turin, et qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille suite à ça, à l'enchaînement des matchs. C'est peut-être pas forcément un très bon exemple et surtout une bonne déclaration de la part de Daniil Medvedev quand on sait que voilà les joueurs au-delà de la 150e place ont du mal à vivre simplement Ouais. de ce sport. Ils sont pas tous multimillionnaires à vivre à Monaco. Je trouve que c'était pas une belle presse pour le tennis, d'autant plus qu'on sait que voilà plein de joueurs essaient de militer pour une répartition de plus en plus équitable des gains lors des tournois. Mais donc, il suggérait qu'il n'y ait plus que 4 grands chelems et 11 Masters 1000 en fait dans sa décla. C'est ça, lui, il voulait, voilà, qu'il n'y ait plus que les tournois majeurs. Euh, Qu'est-ce qu'il advient de tournois comme cette semaine ou des 250 Mm. comme Buenos Aires? Il veut la suppression ou alors non, en fait, pas simplement une suppression, que ces tournois restent en place, mais qui ne comptent pas pour des points. Donc, comme si c'était pour du beurre, un entraînement par rapport au Grand Chelem et au Masters. J'ai trouvé que c'était une déclaration assez spéciale quand même. Ouais, il a toujours l'art de mettre un petit peu les pieds dans le plat, hein, le Daniil Medvedev, non?
Ouais, et en plus, allez, je veux dire, il gagne un tournoi, tout se passe très bien. Oui. C'est toujours un côté aussi un négativisme qu'il apporte et qui est absolument pas nécessaire, avec une réflexion, je trouve, qui est pas du tout réfléchie de sa part. Et pourtant, c'est pas quelqu'un de bête, Daniil Medvedev. Ah non, non, loin de là. Et il se rapproche du top 10, hein, le russe. Il n'est plus qu'à 45 petits points du numéro 10, Alexander Bublik. Il tente de revenir dans le top 10 depuis juin dernier. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, ce qui arrive à Medvedev et à Grigspor, c'est quand même assez effrayant, là, dans les Émirats. Bah, figure-toi que juste avant qu'on enregistre ce podcast, j'ai un peu encore fouillé deux, trois informations. Mm. J'ai appris que Rublev était aussi bloqué à Dubaï. Quant à Grigspor, on n'a pas plus d'informations que ça. Il n'a pas encore donné de nouvelles. On espère que tout aille bien pour lui. Évidemment, ils sont bloqués, tout le monde le sait, au Moyen-Orient avec le conflit qui est en train de se passer. Mais Daniil Medvedev s'est voulu aussi rassurant lors d'une interview qu'il a accordée à la télévision russe. Il attend que la situation évidemment se débloque. Il reçoit beaucoup de messages, Ouais. notamment de ses amis, et il dit je suis très très calme et impassible sur le terrain, mais dans la vie je suis assez émotif. Donc évidemment ça le touche la situation et ça doit même être choquant pour lui. Ouais. Donc son Indian Wells ainsi que celui de Rublev et Grigspor est évidemment incertain. Ouais, et moi j'ai eu des nouvelles aussi de la part de Yaya Boumdine, hein, qui est le mari de Marion Bartoli et qui vit à Dubaï. Il m'a dit qu'ils entendaient des bruits, des bombardements et des missiles. Donc il essaye de rester zen, mais c'est quand même un peu flippant. Donc ouais, la situation là vraiment est terrifiante pour tous ceux qui sont coincés là-bas. J'imagine qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là en vacances. Figure-toi qu'il n'y a pas que des gens qui étaient en vacances, il y a aussi beaucoup de gens, et c'est la Fédération internationale de tennis, l'ITF, qui a fait part de ça. Il y a plus ou moins 40 personnes du monde du tennis et qui englobe les tournois, donc les joueurs, on les a évoqués. Il y a aussi évidemment les Ouais. arbitres et les journalistes qui sont bloqués sur place et qui s'y rendaient évidemment pour le tournoi. Donc on pense bien sûr à eux et on espère que tout ça pourra s'arranger le plus rapidement possible et qu'ils pourront retrouver une terre de sûreté. Oui, et difficile de reparler du sport quand on voit ce qui se passe évidemment en ce moment. Mais Louis, Talon Grigspor, on en parlait, il a dû déclarer forfait pour cette finale, mais il a passé des examens apparemment durant le week-end et ce serait assez sérieux et donc il serait sur la touche pendant quelques semaines, donc il va probablement rater la tournée américaine. Oui, mais il a fait un tournoi magnifique ici à Ouais, Dubaï. Grigspor, il bat Virtanen, Bublik, Mensik qui était en feu. Il faut quand même le rappeler. Mensik qui a battu à Doha Yannick Sinner et Rublev. Et il l'a dit même après son match contre Rublev. Si j'avais pas gagné ce premier set, je pense que j'aurais arrêté le match tellement déjà il souffrait lors de cette demi-finale. Il fallait qu'il décompresse aussi. Je pense Grigspor, il a fait une année 2025 qui était complètement tonitruante. Ça lui fera du bien, peut-être aussi un peu cette mm, coupure. Malheureusement, est-ce qu'elle arrive au bon moment? Je pense pas parce que il était extrêmement bien dans ce tournoi. J'aurais bien aimé d'ailleurs voir cette finale contre Daniil ouais. Medvedev. Ça aurait été vraiment très intéressant. Mais Grigspor, en tout cas, qui nous a offert un super tournoi. Oui, et tant qu'on parle de Medvedev, j'ai oublié de préciser que j'ai eu la chance de rencontrer son ancien coach, Gilles Servara, lorsque je suis allée au Challenger de Lille il y a 2 semaines voir Mhm. David Goffin, et j'ai pu échanger un petit peu avec lui. Alors il avait déjà été beaucoup sollicité par le journal L'Équipe, donc j'ai pas pu passer plus d'un quart d'heure avec lui, mais je vous invite à retrouver cette interview sur YouTube Mhm. ou en podcast. Toujours très intéressant, Gilles Servara est vraiment très gentil garçon. Donc bon, je lui ai parlé plutôt de son nouveau projet plutôt que Daniil Medvedev. Je pense qu'il n'a plus trop envie qu'on lui en parle, mais c'est toujours très intéressant. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller écouter. Et alors l'autre fait que j'avais envie d'épingler ici pour ce tournoi de Dubaï, c'est de nouveau cette élimination précoce dès le premier tour de Stefanos Tsitsipas par Hugo Humbert, 6-4, 7-5, alors qu'il était tenant du titre à Dubaï, le grec. Oui, je l'avais trouvé satisfaisant à Doha, où il avait fait deux bons matchs. Mieux, ouais. Ici, il passe à côté de son match contre Hugo Humbert. C'est la première fois qu'il sort du top 40 depuis 8 ans, Stefanos Tsitsipas. Donc, c'est dire aussi les contre-performances qu'il enchaîne. Il n'arrive pas en fait à trouver ce rythme et à pouvoir enchaîner les bonnes performances. Est-ce que ça reviendra? On n'en est pas vraiment sûr.
Alors à Acapulco, il y avait là aussi un ATP 500 de l'autre côté de la planète. C'est Flavio Cobolli qui a remporté son premier titre sur surface dure et son troisième en carrière. L'Italien a vraiment produit un tennis de haut niveau en finale pour battre Frances Tiafoe 7-6, 6-4. Cobolli a martelé son coup droit avec une précision Ouais. chirurgicale et il a démontré toute l'étendue de son talent pendant tout le match. L'Italien a bien géré parce qu'il avait laissé filer une balle de 7 sur son service Mhm. à 5-4 et dans le premier ça et il était mené 1-3 dans le tie-break toujours du premier set. Donc il a réussi à trouver la parade pour s'accrocher dans le tie-break pour remporter 6 points consécutifs et prendre l'avantage dans ce premier set. Et puis dans le deuxième, il a très bien géré aussi. Il n'a pas perdu son sang-froid après avoir perdu son service et il a réussi à revenir au score et à remporter le match après 2 heures et 9 minutes de jeu. Donc très bonne gestion de cette finale pour Mhm. l'Italien. Et grâce à ce titre, eh bien Cobolli atteint ce lundi le 15e rang mondial. C'est le meilleur classement de sa carrière. Il a 23 ans. Flavio Cobolli, il est le plus jeune champion d'Acapulco depuis Dominic Thiem qui avait 22 ans en 2016. Il est le quatrième joueur né dans les années 2000 à remporter des titres ATP 500 sur plusieurs surfaces. Il rejoint donc Carlos Alcaraz, Yannick Sinner et Arthur Fils. Et Flavio Cobolli, bon, je suppose que maintenant son nom est plus commun depuis ce fameux match contre Zizou Bergs à Bologne. Mais il avait fait un début de saison assez décevant. Il avait perdu au premier Ouais. tour à l'Open d'Australie face à Arthur Ferry. Et depuis, eh bien, voilà, il est de retour. Il a expliqué après mes défaites, je me remets au travail sur le court et je tiens simplement à dire que je suis très fier de moi. C'était vraiment un super match face à Frances Tiafoe. Je pense que c'était le meilleur du tournoi pour moi. Je ne l'avais jamais battu lors de nos dernières confrontations. Il s'était affronté 2 fois. Donc, je suis vraiment Mhm. satisfait. Voilà, belle reprise en main de l'Italien. Il fait un début d'année où il fait trois firsts, donc 3 fois éliminé au premier tour. On se dit que ça se passe mal pour lui. On l'avait vu à l'Australian Open aussi dans un mauvais état sur le court. Oui. Physiquement, il était vraiment dans le dur. Et on était Il aussi avait été ici. malade, non? Il avait eu un virus, Il non? avait eu des crampes au niveau de son ventre. Je pense Ouais. après un set, il était parti en courant vers les toilettes. Donc voilà. Mais on avait des conditions ici similaires avec 32 degrés tout au long du tournoi et 80% d'humidité. Ça s'est quand même très bien passé pour lui. Et il est dans cette vague d'Italiens qui arrivent derrière Yannick Sinner et qui pousse les places petit à petit. Donc super intéressant, Flavio Cobolli. Il avait déjà dit lors de sa demi-finale contre Miomir Kekmanovic, qui était d'une très haute facture, qu'il avait livré un super match de tennis. Et cette finale le confirme. Il est vraiment en forme et c'est bien aussi de le voir à ce niveau-là. Ouais, et il est bon sur toutes les surfaces, hein, Cobolli. En fait, je trouve qu'il se déplace extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il maîtrise la glissade aussi bien sur terre battue que sur surface dure. Il n'a pas vraiment de points faibles. J'ai regardé son match ici contre Frances Tiafoe. Il sert bien. En revers, il est solide. Il fait très peu de fautes. Son coup droit, il sait parfaitement ajuster son adversaire au bon moment avec la bonne puissance. Donc, joueur vraiment intéressant. Et je pense que quand aussi il voit ce top 10 un peu maintenant où ça bouge extrêmement fort, où les joueurs ont Mhm. vraiment du mal à rester dans ce top 10, qu'il a un petit coup à jouer. Et pour évoquer la prestation de Francis Tiafoe, un finaliste malheureux, il a lui aussi fait un très bon tournoi. Il a notamment montré toute l'étendue de son tennis spectaculaire vendredi en demi-finale face à son compatriote Brandon Nakashima dans un match épique de près de 3 heures. Tiafoe l'a emporté 3-6, 7-6, 6-4, alors que Nakashima a servi pour le 7 à 6-5 dans le deuxième. Dans le troisième set, Tiafoe a superbement joué Mhm. et il mène désormais 6-1 dans ses confrontations avec Nakashima. Cette demi-finale n'a pas été son seul gros combat de la semaine. Tiafoe avait déjà sauvé 2 balles de match au Ouais. deuxième tour pour battre Alexander Kovacevic. Et c'est vrai qu'avec Tiafoe, on ne sait jamais très bien à quoi s'attendre. Parfois, il est capable de choses spectaculaires et puis après, enfin du meilleur comme du pire, j'ai l'impression. Oui, contre Kovacevic, j'ai regardé le match et il passe pas loin de l'élimination, mais Ouais. il sauve ce match avec des coups qui lui appartiennent à la Frances Tiafoe, c'est-à-dire dans des moments un peu de chaud, le public voilà prend feu et il va encore enflammer davantage le public, c'est ce qu'il a réussi à faire.
Tiafo qui m'a aussi touché cette semaine. Il était pas loin du top 10 l'été dernier. En ce début d'année 2026, il était hors du top 30, donc extrêmement dur pour un joueur de passer voilà proche du top 10, ce Graal que beaucoup de joueurs cherchent, et sortir de ce top 30. Et il le dit, je vais citer ses propres mots, la profondeur du tennis masculin est folle depuis mes débuts. Il faut être prêt à mourir à chaque match, sinon on n'obtiendra pas de victoire. Cette période a été très difficile pour moi, vraiment très très difficile. J'ai essayé de retrouver l'amour pour le jeu et faire les choses comme il faut. Et c'est vrai, Frances Tiafoe, c'est un joueur qui est nourri par l'amour du public, par cette Ouais. beauté du jeu, ce spectacle qu'il aime bien faire. Il a d'ailleurs toujours vu le tennis comme un jeu, comme un spectacle. C'est vraiment l'athlète américain par excellence. Il combine performance et show, un peu à l'image aussi d'un Ben Shelton. Et il a dit, je veux retrouver le Frances Tiafoe d'autrefois. Il a déjà bien commencé, en tout cas, sur ce tournoi où il se hisse quand même en finale en faisant des très très bonnes prestations. Et mentalement, voilà, il faut retrouver cet état d'esprit, c'est cet amour du jeu, et pas oublier aussi que le tennis, avant d'être un métier pour eux, à la base, quand ils commencent le tennis, quand ils sont jeunes, c'est un jeu. Et Frances Tiafoe, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler, mais autant je maîtrise l'anglais pour avoir vécu presque 2 ans en Australie, autant je ne comprends pas une ligne de ce qu'il raconte. Il a une espèce de triple patate chaude dans la bouche et tu peux te concentrer et essayer d'écouter une conférence de presse de Frances Tiafoe. Mieux vaut avoir la retranscription parce que C'est c'est l'américain perdu au fin fond de l'Amérique qui te parle. ah oui, T'as l'impression que c'est un dialecte. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu parler à table, même avec des Taylor Fritz, etc. Eux, on comprend très très bien ouais. leur anglais. Lui, alors là, c'est effectivement, t'as raison, c'est terrible. Alors dans ce tournoi d'Acapulco, notre ami Alexander Zverev, qui était tête de série numéro 1, eh bien il n'a pas très bien performé, hein. Il a été Ouais. éliminé dès le deuxième tour par Miomir Kekmanovic. Magnifique performance du Serbe après un gros combat, 6-3, 6-7 et 7-6, et sa première victoire sur un Ouais. membre du top 5 sur 12 tentatives quand même. Mhm. Donc Kekmanovic a expliqué en conférence de presse que son agressivité et son service Ouais. avaient été déterminants pour rebattre l'Allemand. C'était le premier match d'Alexander Zverev depuis sa défaite en 5-7 en demi-finale de l'Open d'Australie face Mhm. à Carlos Alcaraz. Il n'a pas bien recommencé sur le circuit, mais on avait dit qu'il risquait d'avoir pris un coup sur la tête après cette nouvelle défaite dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Oui, c'est ce qu'on craignait et ça a l'air d'être le cas. Il a été sacré il y a 5 ans dans ce tournoi, et depuis il a remporté que 3 matchs, donc c'est quand même assez interpellant. Souvent les joueurs et joueuses qui sont anciens champions reviennent dans un tournoi parce qu'ils le connaissent bien, parce qu'ils l'ont gagné, ils s'y sentent bien, et ça leur permet aussi des fois de relancer une dynamique qui est plutôt négative. Ça n'a pas été le cas pour Zverev, qui est quand même tombé sur un très bon, je l'ai dit, mais Miomir Kekmanovic, qui a fait un grand tournoi. Ça passe pas loin. Je l'ai regardé ce match. C'était pas un match d'ailleurs qui était vraiment très agréable à regarder. Le Non. premier set, il y avait du jeu. Dans les deux derniers sets, qui vont tous les deux d'ailleurs au tie-break, c'était un match voilà de gros serveurs. Et petit fun fact, parce que ça arrive extrêmement rarement, Kekmanovic, après avoir battu Alexander Zverev, va jouer Terence Atman, joueur aussi Ouais. impressionnant, très impressionnant à voir en vrai d'ailleurs, Terence Atman. Et Terence Atman, sur son service, doit sauver une balle de match contre le Serbe. Et avant de servir, il va évidemment, comme beaucoup de joueurs font, se frotter parce qu'il sue extrêmement, je l'ai dit, 80% d'humidité. Et il se Ouais. prend un point enfin, oui, un violation code, parce qu'il y a un temps Ouais, excessif j'ai vu au ça. service. Et donc il perd ce match, ce qui arrive jamais quand même, de perdre un Non. match sur une balle de match contre soi, parce qu'on met un peu trop de temps à servir. Donc il a même assez bien réagi, il était choqué, mais il n'a pas fait plus d'exclandre que ça. Donc voilà, assez spécial cette fin de match. Ouais, c'est vache quand même, je trouve. Je sais pas qui était l'arbitre sur ce coup-là, mais je trouve que c'est quand même un peu sévère, quoi. Ouais, vraiment. Surtout qu'il a quand même une balle de match à défendre, ça peut se comprendre. C'est un moment un petit peu plus tendu. C'est la psychologie que l'arbitre doit habituellement avoir. Et là, je voulais le souligner parce que c'était assez marquant.
Ouais, pauvre Terence Atman. Et bon, maigre consolation pour Alexander Zverev, il s'est quand même adjugé le titre en double Ouais, dans ce tournoi d'Acapulco avec Marcelo Melo, excellent joueur de double ouais, brésilien. Et ils avaient déjà fait équipe pour la première fois en 2017. ouais. Ils ont retenté et ils ont battu en finale Alexander Herler et Robert Galloway 6-3, 6-4. Donc il repart quand même avec un trophée, mais c'est sans doute pas celui qu'il espérait avoir. Alors ce tournoi d'Acapulco était un ATP 500 sur surface dure, mais le Golden Swing, la tournée sur terre battue, bat également toujours son plein en ce moment en Amérique du Sud. Après Buenos Aires et Rio de Janeiro, c'est le tournoi de Santiago qui se déroulait la semaine passée, et c'est un autre Italien qui s'est illustré, Luciano Darderi. Il a triomphé en finale face à l'Allemand Yannick Hanfmann, victoire 7-6, 7-5 face à cet Allemand de 34 ans qu'il avait déjà battu à 2 reprises. Et Darderi s'offre là son 5e titre sur le circuit. L'année passée, il avait déjà récolté 3 titres, tous sur terre battue. 21e joueur mondial à 24 ans. Il fait partie de l'armada italienne dans le top 50. Et cette tournée sud-américaine se termine sur un bilan plus que positif pour Luciano Darderi, qui avait déjà atteint la finale de l'ATP 250 de Buenos Aires il y a 2 semaines en Argentine. Et ça passe pas loin hein, de la perte du premier set. Il a un break dans ce Oui, premier set. Il se fait des breaks. Yannick Hanfmann joue extrêmement bien à ce moment-là, et il reste complètement calme sous sa casquette. Il a un tic d'ailleurs avec sa casquette. Il la remet entre chaque point, mais en tout cas, je pense que ça fait aussi partie de cette concentration, ces tics que tous les joueurs ont. Nadal l'a expliqué avec ses bouteilles, c'est pour rester concentré dans leur match. Et Luciano Darderi qui fait vraiment un super début d'année à l'Australian Open, il est battu par Yannick Sinner en huitième de finale. Ici, tu l'as dit, il va à Buenos Aires en finale contre Cerúndolo. Donc vraiment très en jambes. Bon, on parlait de Cobolli juste avant. Lui aussi se mêle à la danse des Italiens et ouais. est très très solide en tout cas. Oui, et le finaliste Yannick Hanfmann, il essuie quant à lui une 3e défaite en Ouais. autant d'apparitions en finale, après les ATP 250 de Gstaad en Suisse en 2017 et de Kitzbühel en Autriche en 2020. Il n'a toujours pas pu décrocher un trophée, le malheureux, mais il peut estimer son tournoi réussi, Ouais. l'Allemand, après sa performance en demi-finale. Hein. Il a quand même sorti la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Tu viens de nous en parler, Francisco Cerundolo, sur le score de 6-3, 6-4. Hanfmann qui a dominé le match grâce à Mhm. son service. Il a remporté 79% de ses points sur son premier service, mais il a aussi profité de beaucoup de fautes directes de Ouais. Cerundolo. Il en a fait 27 sur tout le match. Pourtant, l'Argentin est aussi en grande forme en ce mois de février. Il était en quête d'un 2e titre lors de ce Golden Swing après avoir remporté le titre à Buenos Aires au début du mois. Il n'avait pas encore lâché le moindre set dans ce tournoi de Santiago, mais il a été stoppé, Cerundolo, donc par l'Allemand, 81e mondial, qui rejoignait sa première finale sur le circuit depuis 6 ans. Lui aussi, il en veut, ça fait une éternité qu'il est sur le circuit. C'est vrai que Yannick Hoffmann, on a l'habitude de le voir un peu sur tous les tournois. Il est toujours là, mais il explose réellement jamais. Là, il va en finale. C'est vraiment dommage qu'il ait pas quand même gagné cette finale. Ça lui Ah aurait fait oui, vraiment du bien, parce qu'il a un jeu qui est extrêmement moderne, j'ai envie de dire, un très très gros service. Il est très bon au filet. D'ailleurs, il fait une volée un peu amortie contre ici Luciano Darderi qui était vraiment impressionnante. Il ouais, bat Francesco Cerundolo. Et d'ailleurs, je voulais parler de Francisco Cerundolo qui a une histoire atypique. Il y a le nouveau podcast de l'UTS qui est sorti. Il est à table accompagné de Casper Ruud et d'Alex de Minaur, et il parle un petit peu. Et on lui demande, l'émission est tournée, je pense, en décembre, et on lui demande un peu quels seraient tes souhaits, quel est ton Graal, en fait, dans le tennis. Qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu souhaites? Et il dit, ben, c'est simple, moi je veux gagner chez moi à Buenos Aires, donc c'est chose faite. Il dit que pour tout Argentin, c'est un rêve de gagner sur cette terre et sur Terre. C'est ce qu'il a fait. Et il a une histoire particulière, Francisco Cerúndolo. Il part aux États-Unis à l'école, et il est déjà âgé, il a 16-17 ans, là où beaucoup sont déjà sur le circuit professionnel et font des futurs. Ben, lui est à l'école et il ne perce pas encore, et son entraîneur là-bas aux États-Unis, en Caroline, lui dit mais t'es vraiment très bon, tu joues extrêmement bien. Et donc il commence là-bas sur le circuit aux États-Unis au collège, et il gagne de nombreux matchs, et il revient seulement chez lui après, mais à l'âge de 18-19 ans, là où en fait les Casper Ruud et autres et Alex de Minaur se connaissent déjà et sont sur le circuit mm, professionnel.
Lui a percé beaucoup plus tard, mais très belle histoire et il gagne chez lui. Donc son souhait, en tout cas, de décembre, peut-être son souhait de Noël est déjà réalisé. Ah oui, ça c'est sûr. Et il a quel âge, Cerundolo? 27 ans, je vois. 27 ans. Ouais, ouais, donc effectivement un peu sur le tard, ce qui est souvent le cas hein, avec les joueurs du collège américain qui percent un petit peu plus tard. Je pense à Arthur Rinderknecht notamment. Oui, bah, ils sont bien aussi. Et il l'a d'ailleurs évoqué, Serundoula. J'avais les capacités, je le voyais, d'aller plus haut. C'est ce que j'ai fait après, mais j'étais vraiment bien au collège parce qu'on formait une équipe. On le sait, là-bas, il y a plein de tournois par équipe. Il les Ouais. gagnait, ça se déroulait extrêmement bien. Et ses copains lui disaient, allez, s'il te plaît, reste encore 6 mois, reste encore un an avec nous parce qu'on vit une belle histoire. Et à un moment, il s'est dit, bon, j'ai les capacités d'aller plus loin. On me repère, on me dit que je suis extrêmement bon. C'est ce qu'il a fait. Il a rencontré un Paul Jube qui est un Anglais et qui lui a dit à l'époque, mais mec, tu joues extrêmement bien. Oui, mais toi aussi, tu joues bien. Et quelques années plus tard, ils se rencontrent sur le circuit professionnel. Donc, c'est les belles histoires qu'offre le tennis. Et Ben Shelton aussi, hein, on l'avait un peu arraché au circuit universitaire américain alors qu'il s'y sentait super bien. On se souvient que sa première apparition, c'était à l'Open d'Australie. C'est la première fois qu'il quittait son pays pour disputer un tournoi. Il était tout jeune, mais il n'avait pas non plus envie de quitter ce circuit américain. Oui, ils sont bien, mais même Arthur Rinderknecht le disait, il y a une ambiance qui est magnifique au bord des cours. Il y a aussi cet esprit du trash talking qui a beaucoup. Les joueurs se font insulter, les joueurs qui se déplacent dans un autre collège se font insulter. Donc c'est peut-être aussi ce qui les fabrique, ces joueurs-là, à rester longtemps dans ces tournois-là. C'est déjà à ce jeune âge avoir cette grosse pression, déjà lors des matchs de collège, qui, il faut le rappeler aussi, sont regardés par des centaines de personnes là-bas, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas Ouais, ouais. dans certains tournois de 150 sur le circuit pro. Clairement. Et pour terminer, Louis, sur ce tournoi d'Acapulco, je voulais encore juste vous partager que Emilio Nava était le premier Américain à atteindre les quarts de finale d'un tournoi sur terre battue en Amérique du Sud depuis Rajiv Ram en 2017 à Quito. Voilà, c'était assez rare pour être mentionné. Alors du côté des femmes, eh bien le circuit passait aussi par l'Amérique du Sud avec le tournoi WTA 500 de Mérida au Mexique et bien malin eût été celui qui aurait pu prédire cette affiche-là pour la finale, Cristina Buxa face à Magdalena Fresh. Et c'est l'Espagnol de 28 ans, Buxa, 63e mondial, qui a décroché son tout premier titre WTA en battant la Polonaise en finale. Victoire en 3-7, 6-1, 4-6, 6-4 pour la deuxième finale de sa carrière seulement. Après avoir joué pour le titre à Hong Kong en fin d'année dernière, ça fait un petit temps qu'elle joue bien, quelques mois Mhm. qu'elle joue vraiment Ouais. très bien, Cristina Buxa. Et elle a été solide ici toute la semaine. Elle n'a pas perdu un seul set. Et en demi-finale de ce tournoi de Mérida, eh bien Cristina Buxa a également signé la plus belle performance de sa carrière en éliminant pour la première fois une joueuse du top 10 mondial et pas n'importe quelle joueuse, l'italienne Yasmine Paolini, 7e mondiale, victoire éblouissante de Buxa, 7-6, 6-4. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer parce que Buxa avait perdu ses 10 matchs précédents contre des adversaires du top 10 en 2-7, mais elle a enfin fait sauter ce plateau de verre. Et c'était étonnant d'ailleurs de voir Yasmine Paolini invitée par les organisateurs dans ce tournoi mexicain. C'est parce que le tournoi s'est dit, bon, bah, il y a moyen là de faire venir une joueuse du top 10. Ce sera la seule de ce tournoi. Elle perd à Doha, elle perd à Dubaï Ouais, ses premiers tours. Donc ils se sont dit, bon, on va l'inviter. Elle est venue, je suppose, aussi pour reprendre confiance, parce que faut quand même le dire, ce tournoi n'était pas très relevé. ouais, Les ouais. joueuses les mieux classées après Paolini étaient autour de la 20e place mondiale. Et elle voulait se refaire un peu la main et que ça aille un petit peu mieux avec son début de saison qui est compliqué. Ça n'a pas été le cas et perte contre Cristina Buxa qui effectivement est une bonne joueuse. Mm. J'ai regardé le match. Paulini a quand même pas été au top et c'est un Non. peu quand même inquiétant pour elle de Ouais, elle est pas perdre bien, en hein. 2-7 contre Buxa, hein. Ouais, elle est pas très bien, Yasmine Paolini, ces derniers temps. Elle a un peu du mal à retrouver le niveau auquel elle nous avait habitués. Elle retrouve pas trop ses marques et bon, pour
vouloir aller rechercher de la confiance là au Mexique et perdre face à Buxa, c'est vrai que à mon avis, ça va être c'est pas ce qui va lui permettre d'aborder le Sunshine Double dans les meilleures conditions. Et c'est pas la seule aussi. Elle doit peut-être aussi voir l'autre côté peut-être positif pour se rassurer. Il y a beaucoup de Ouais, joueuses et même des joueurs sur le circuit ATP. On est comme dans un espèce de flottement en ce moment où ouais. ceux qui sont au top sont vraiment très au top et largement au-dessus des autres. Je pense à Sabalenka et à Rybakina. Et puis il y a une période de flottement où ce top 10, comme chez les garçons, peut changer à tout moment. J'ai l'impression que tout le monde vit un peu ça là Mhm. maintenant. C'est ce qui Ouais. peut éventuellement rassurer Yasmine Paolini. Ouais, derrière le top 5, je dirais même pour te Oui. compléter. Oui, oui, clairement, c'est ça. Donc, et puis, elle va maintenant faire, on le dit, cette Indian Wells. Elle y va, je pense, sans grandes ambitions. Donc, elle ne peut que se surprendre. Et c'est ce qui Mm. donne parfois droit à des très belles histoires. À noter que Christina Buxa, elle a dû faire doublement la fête à Mérida, puisqu'elle a également remporté la finale du double dans Mhm. la foulée de son sacre en simple, aux côtés de la chinoise Yang Xinyu. C'est son 8e titre en double dans un WTA 250. Elle est polyvalente, Christina Buxa. Oui, polyvalente. Et ce que j'ai bien aimé, j'avoue ne pas avoir regardé le double, mais j'ai regardé le simple contre Magdalena Fresh et les déclarations d'après-match. Elle lui a dit Magdalena, félicitations pour cette semaine incroyable. Je ne sais pas si tu te souviens, nous avons joué à Saint-Malo. J'ai regardé le tournoi. Elle s'était jouée en 2020. Elle se retrouve là maintenant en finale d'un WTA 500 quand même. Deux Ouais. joueuses qui n'ont pas l'habitude d'être à ce niveau-là de la compétition. Donc c'était beau à voir parce que les deux joueuses n'avaient pas grand-chose à perdre, même s'il y avait le Graal à gagner, mais c'était sympathique de les voir toutes les deux comme ça. Ça change que de toujours plus ou Oui, moins voir les mêmes têtes en finale des 500 et des WTA 1000. oui, parce que si vous vous demandez, mais où étaient Sabalenka, Anisimova, Pegula, Swiatek, eh bien, après la tournée Doha, Dubaï, enfin, même, la plupart n'ont pas joué Dubaï puisqu'elles étaient C'est ça. blessées. Hein. On avait fait part de la liste interminable de blessés pour ce tournoi de Dubaï. Eh bien, elles préparent probablement tout un petit peu Mhm. les tournois d'Indian Wells et de Miami en Floride. Donc, c'est pour ça qu'elles sont absentes. Et ouais, c'est un peu un tournoi au milieu de nulle part, j'ai envie de dire, ce tournoi de Mérida, cette WTA 500 de Mérida. Bah, c'est le genre de tournoi où voilà, les joueuses hésitent toujours. Est-ce que je fais ce tournoi? Mais je prends le risque, si je vais loin, Ouais, de me fatiguer pour le gros tournoi suivant qui arrive. Mais c'est le tournoi aussi que moi j'appelle les tournois confiance. Quand on n'est pas vraiment en ouais. confiance, c'est l'occasion de gagner même deux, trois matchs quand on n'a pas gagné depuis ce début d'année. Et on sait à quel point le capital confiance et l'impact psychologique que ça a sur les victoires et engendrer les victoires est important. Donc, en tout cas, Buxa et Fresh en ont profité et elles se sont hissées Oui. en finale. Il faut toujours aussi profiter de l'absence de ces joueuses du top. Oui, bien sûr. Sur le CV, à la fin, on ne demandera pas qui était dans le tableau. Hein. On verra qu'on a été en finale d'un Exact. tournoi de 500 ou bien qu'on en a remporté un. Et à Indian Wells, quand on verra le nom de Buxa et de Fresh pour l'adversaire, ça, voilà, ils se diront bon, elle est bien en confiance, elle a bien joué pendant une semaine. Ce ne sera pas des adversaires faciles à affronter, ça c'est sûr. Et Magdalena Fresh, troisième meilleure joueuse Ouais. polonaise, elle a aussi montré de très belles choses hein, dans ce tournoi WTA 500 pour atteindre sa troisième finale en simple en carrière. Elle a notamment fait preuve d'une grosse force mentale pour Mhm. venir à bout de Zhang Shuai en 2h35 dans l'autre demi-finale. 6-2, 6-7, 6-3. La Polonaise avait pourtant eu 4 balles de match dans le deuxième set, 2 à 5-4 et 2 autres dans le tie-break, mais elle a été rattrapée par une Zhang particulièrement bien inspirée. Elle a réussi à reprendre les rênes du match dans le troisième set. Grosse force mentale là, chapeau. Et j'avais aussi envie d'épingler évidemment cette performance de Zhang Shuai, la chinoise, 37 ans. Quel superbe parcours. On rappelle qu'elle est la partenaire hein, de double d'Elise Mertens et elle est venue à bout de la tenante du titre, Emma Navarro, dans ce tournoi. Une victoire en 2-7, 6-4, 6-4 pour s'offrir une première demi-finale en simple de sa saison, en tout cas, première demi-finale cette saison où elle s'est inclinée face à Magdalena Fresh. Mais Philippe me disait la dernière fois qu'on discutait qu'elle était super sympa, Zhang Shuai, qu'elle se prenait vraiment pas la tête, adorable. Là, vraiment, ouais, 37 ans, super chouette, belle histoire.
Oui, belle histoire, ça force l'admiration et ça ne m'étonne pas qu'elle soit agréable et sympathique parce qu'elle sourit tout le temps, cette joueuse, quand on la voit. On sait le caractère que parfois peuvent avoir les Asiatiques plus fermés sur eux-mêmes. Elle, non, elle est un peu différente, surtout des autres, je trouve, et elle Ouais. inspire vraiment une sympathie. Et ce qu'elle fait à 37 ans, ben, elle me fait penser un peu à un Marin Cilic qu'on voit aussi très rarement sur ces tournois et qui parfois fait des très grosses performances comme ça. Elle est vraiment impressionnante et j'ai l'impression en tout cas qu'Elise a très bien choisi sa partenaire de double. Oui, et qui sait hein, que ce titre à l'Open d'Australie dans un grand chelem, qui est quand même une Bien énorme sûr, performance aux côtés d'Elise Mertens, bien lui est sûr. donné de la confiance pour son simple, parce que elle a rarement aussi bien performé en simple, et donc c'est peut-être ça qui a été voilà l'élément déclencheur de cette superbe performance à Mérida. Et toujours côté féminin, eh bien, il y avait encore le WTA 250 Ouais. d'Austin. C'est l'américaine Peyton Stearns, 62e mondiale, qui a décroché son deuxième titre à 24 ans. Elle s'est imposée dans une finale 100% américaine face à sa compatriote Taylor Townsend, 29 ans. Le score 7-6, 7-5, un beau combat de près de 2h30. Très joli parcours de Taylor Townsend qui bénéficiait d'une invitation pour ce tournoi de Austin. Cette joueuse est aussi une redoutable joueuse de double puisqu'elle compte deux grands Ouais. chelems à son palmarès, Wimbledon 2024 et l'Open d'Australie 2025, mais elle n'a pas encore décroché de titre en simple, donc ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Oui, Thousand qu'on connaît depuis maintenant très longtemps, elle est arrivée assez jeune sur le circuit. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal, et c'est ce que j'ai regardé aux États-Unis, même des articles sur elle, à l'apprécier parce qu'elle voilà, elle est un peu fantasque. Pourtant, on sait que les Américains aiment bien ça, mais des fois trop exubérante. Elle l'a d'ailleurs dit après son match, tous ceux qui ont dit du mal de moi doivent ravaler leurs paroles. Je suis toujours là, je suis toujours debout, je ne vais nulle part et ça ne fera que s'améliorer à partir de maintenant. Alors j'espère qu'ils vont se tenir prêts. Elle a déjà quand même 29 ans, avec quand même pas énormément de références à part celle que tu as dit en double sur le Mm. circuit. Elle perd ce match et elle dit j'ai trop hâte d'avoir mon chapeau de cow-boy. Je viens de me faire des dents en or. On est au Texas, alors il me faut un chapeau de cow-boy. J'ai mes bijoux en or et on va briller. Je pense que c'est ça aussi. Les Américains aiment bien les joueurs qui font le show, mais toujours avec les résultats quand même qui y sont liés. Townsend qui était invité de ce tournoi qui perd face à, tu l'as dit, Stearns, qui est Ouais. une très bonne joueuse. Elle n'a pas l'habitude, hein, je le dis, Townsend, de jouer des finales. Elle est devenue la sixième joueuse la plus âgée au moment de disputer sa première finale en carrière à 29 ans et 319 jours. Donc c'est ce que je dis. Il n'y a pas vraiment énormément de références pour Townsend qui n'a pas l'air Mm. d'être très apprécié dans son pays. Et je voulais donner une petite anecdote justement sur ce tournoi d'Austin, qui était le premier tournoi à innover les Rage Room. Donc, on avait vu certaines joueuses à l'Australian Open, je pense notamment Coco Gauff, s'acharner sur Ouais. sa raquette après avoir perdu dans les couloirs en fait du stade. En Il y avait espérant ne pas être beaucoup vue. de caméras, Ouais. donc il y avait, oui, et malheureusement, il y a des caméras partout, sauf dans les toilettes à l'Australian Open. C'est Big Brother. Et donc, elle avait été surprise en train de faire ça. Donc, ils ont inventé une salle à Austin dans laquelle les joueuses peuvent aller tout casser. Ça existe. D'ailleurs, il y en a à Bruxelles. On peut payer pour rentrer dans une salle et tout casser, des vases, des télés, des. Ah ouais. Ah ben, c'est ce qu'ils ont inventé là-bas au tournoi d'Austin pour que les joueuses d'un puissent faire ça en toute discrétion et puissent décompresser. Est-ce que ça va être fait sur l'ensemble du circuit? Je sais pas, mais c'est un concept qui est extrêmement américain en tout cas. Ouais, c'est dingue ça. Mais Taylor Townsend, que maintenant je me rappelle, c'est elle qui avait eu cette altercation avec Yelena Ostapenko à l'US Open l'année dernière. Hein. Elle en était presque venue aux mains. Je me souviens que ça avait été très loin cette histoire. Ouais, exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément appréciée parce qu'elle est aussi très sulfureuse. Elle fait des grosses déclarations, elle va au combat, Ouais. elle s'embrouille souvent avec son opposante.
et les résultats sont pas toujours là. Donc voilà. Moi, j'ai évidemment rien contre elle, hein, je Bah, précise quand oui, même. non. Voilà. Et Yelena Ostapenko n'est pas non plus la plus sage du circuit. Donc Exactement. mettez les deux ensemble et vous obtiendrez un mélange plutôt explosif. Et alors pour la petite histoire, Louis, sache que, tu le sais sûrement, mais pour nos auditeurs, sachez que c'est l'américaine Jessica Pegula qui était la tenante du titre à Austin, mais elle a été contrainte à un forfait de dernière minute, Ouais. elle aussi en raison d'une blessure au genou, un des très nombreux forfaits qui ont secoué d'ailleurs le circuit WTA, on en parlait en février. Et cette semaine, eh bien, débute le tournoi d'Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison chez les hommes, contrairement aux femmes qui ont déjà disputé deux Mhm. WTA 1000 en février, un à Doha et un à Dubaï. Deux Belges sont engagés dans ces qualifs chez les hommes, David Goffin et Alexander Ouais. Blocks. Alexander Blocks qui a atteint la semaine dernière son meilleur classement, une Mhm. 94e place mondiale. Il sera opposé ce lundi à Martin Landaluz, le jeune espagnol, 155e joueur mondial qui n'a jamais affronté. Donc c'est à suivre ce lundi soir. Ouais, bien, figure-toi qu'ils se sont déjà affrontés et Ah ouais. ça relève de l'anecdote, mais en 2022, en quart de finale à l'US Open, mais chez les Ah juniors. oui, ok. Donc voilà, ce sera un premier tour qui est vraiment accessible pour Alexander Blocks. Souvenez-vous, Martin Landalus était présent lors des Next Gen Finals Ouais. qui se sont déroulés en décembre dernier et l'Espagnol n'avait pas gagné un seul match quand on sait les très belles Next Gen Finals qu'avait fait Blocks où il avait perdu en finale. Donc ça devrait être un premier tour quand même accessible pour notre Belge. Ouais, je l'ai vu jouer à Lille, le petit Landalus, là, il est pas mal quand Oui, même. oui. Il joue très Oui, très oui, il faut bien. s'en méfier. Il a fait des très bons résultats, mais je veux dire que voilà, c'est un tirage qui pourrait convenir à Alexander. Et je pense en tout cas qu'il a les capacités pour passer ce premier tour de qualif. Oui, Alexander Blocks qui est aussi dans une forme éblouissante Ouais, après justement cette demi-finale au Challenger de Lille où il a vraiment montré de très belles choses et puis ouais, avec le meilleur classement de sa carrière, hein, il doit certainement se sentir bien. Par on contre, bon, on l'espère. a un peu moins de certitude par rapport à David Goffin que on avait quitté blessé hein, au Challenger de Lille il y a 2 semaines. Il semble être remis de cette blessure au genou gauche. Il sera opposé au Taïwanais Chung Sin Tseng, 144e mondial. Voilà un premier bon test pour David parce que ce Tseng joue très bien lui aussi. Oui, Tseng, je l'ai déjà regardé plusieurs fois, ce qui m'intrigue. Je trouve que son niveau ne reflète pas son classement. Il pourrait complètement être dans les 100 premiers mondiaux et assez facilement. Il rate peu, en fait. C'est vrai que c'est pas un joueur très puissant. Il fait 1m75, mais il est vraiment constant. C'est-à-dire que si on ne le pousse pas à la faute, il ne fera pas de faute. Je m'inquiète un peu juste pour David quand on l'a dit, hein, sa condition physique, Ouais. ça pourrait être d'ores et déjà un combat pour lui ce premier match. S'il est bien physiquement, il doit passer Tseng, bien sûr, mais c'est un joueur extrêmement solide du fond du court. Donc il faudra s'en méfier. Et David qui lui aime bien ces conditions chaudes qu'on peut Oui. retrouver dans le désert californien. Il performe souvent quand Mhm. il y a des conditions difficiles, notamment à Shanghai. Donc espérons que ça puisse le Ouais. servir. En tout cas, espérons surtout que ce genou le laisse tranquille parce Ouais. qu'il l'expliquait hein, à Lille dans un podcast ou une vidéo que vous avez peut-être eu l'occasion de voir sur YouTube que voilà ce genou il n'a pas souhaité l'opérer à la fin de la saison dernière et que il y a encore deux trois ajustements par rapport à sa convalescence et voilà on n'a pas plus d'informations mais ce sera intéressant de suivre cette rencontre. Oui, on espère surtout que David Goffin retrouve ce plaisir de jouer au tennis. L'envie, il l'a toujours. Si pas, il ne participerait plus à tous ces tournois. Il aurait arrêté sa carrière depuis quelque temps. Mais c'est ce plaisir. J'avais évoqué avec lui justement quand je l'avais croisé à l'European Open de Bruxelles, s'il prenait encore plaisir sur le court. S'il voyait encore simplement le tennis comme un jeu, parce que c'est l'essence du tennis Ouais. de base, c'est un jeu pour eux avant d'être un métier, c'est devenu un métier. Et je lui avais même évoqué Gaël, mon fils, qui continue sa carrière et qui s'épanouit encore parce qu'il rigole sur le court, parce qu'il prend plaisir. On espère qu'il retrouve ce plaisir parce que l'envie, il l'a. Mm. Et c'est beau à voir du côté de David qui souffre, on l'a dit, avec son genou et qui bataille pour revenir dans ce circuit de plein pied.
Ouais, après, c'est difficile de trouver du plaisir quand tu prends autant de défaites. Enfin, pour même nous, joueurs amateurs, je veux dire, quand tu joues, t'arrives pas à trouver ton meilleur niveau et que tu joues mal, il y a rien de plus. C'est difficile de se dire ah ben je me suis amusé en jouant en jouant pas bien quoi. Donc je trouve que c'est compliqué d'arriver à la satisfaction de se dire ah oui c'est un jeu et je me suis amusé quand on joue comme une quille quoi. Je pense que l'un va avec l'autre. Mm. On a du plaisir quand on joue bien Ouais, et inversement. Mais aussi, David est un garçon, je pense, qui est très cérébral, un garçon intelligent qui réfléchit beaucoup, que ce soit sur le court ou en dehors. Et parfois, ça lui fait peut-être un peu défaut. Je le répète, évoqué avec lui. Est-ce mm. qu'il pourrait pas aussi éventuellement se faire aider? Je pense dans sa réponse qu'il m'avait dit qu'il l'avait déjà fait et que c'est effectivement aussi une des voies pour vers la guérison et aller mieux. Mais effectivement, si son genou ne le lâche pas, on soigne rarement quand même une blessure physique qu'avec le côté psychologique et l'envie du jeu et l'amour. Donc malheureusement, ça, on l'a vu avec plein de grands champions qui ont dû arrêter leur carrière de manière un peu plus prématurée. Alors qu'ils auraient bien aimé continuer parce que les blessures malheureusement prennent le pas. Ces joueurs commencent leur carrière extrêmement tôt, Mm. ils se donnent à fond. Il faut rappeler que David est un immense joueur et a fait partie de l'élite pendant de nombreuses années. Et Évidemment. ça a un coût physique et ça se répercute évidemment après la trentaine. Ouais, et je peux te dire qu'au Challenger de Lille, je m'étais mise au premier rang pour vraiment pouvoir avoir des bonnes vidéos, des bonnes photos de David et qu'est-ce qu'il souffrait vraiment après les échanges on voyait bien que dès le cinquième sixième jeu hein, mais alors à la fin au troisième set il était vraiment enfin ça faisait mal au cœur quoi et il se battait en se disant allez je vais quand même aller chercher ce match. Je me suis dit mais même s'il gagne il va jamais pouvoir jouer contre Kwame le jeudi parce que dans l'état dans lequel il est c'est pas Ouais. possible mais il se battait comme pas possible et c'est ça que ça fait tellement mal de le voir s'incliner Ouais. 6-4 au troisième je pense alors qu'il avait tout donné pour et qu'il avait tout en main, surtout pour gagner ce match. C'était contre qui, rappelle-moi, j'ai trou de mémoire. Ouf. C'était contre Schwarzer, je pense. Attends, je vais C'était pas un regarder. Autrichien. Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà pourquoi je me souvenais plus. Mais bravo, Louis Schwarzler. Désolé, c'est pas quelqu'un qui fait partie de mon vocabulaire quotidien. Donc, voilà, bien Mais vu. donc oui, et on a l'impression que quand son genou le laisse un petit peu tranquille, on sait qu'il a eu aussi des problèmes au dos. Donc il y a toujours, voilà, on a l'impression que malheureusement c'est pas forcément des blessures qui sont localisées. Mm. Donc on espère revoir David. En tout cas, moi je souhaite juste le revoir sourire sur un court et je le redis, prendre plaisir. Et moi, je rajouterais même que s'il a envie de continuer, mais foutez-lui la paix, qu'il continue. Parce que je vois passer quand même beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, qu'il arrête, c'est bon, il a fait son temps, il sera plus rien de bon. Et purée, si il retrouve les capacités physiques, je pense que oui, il peut encore faire des coups d'éclat, il peut encore Bien briller, il a sûr. un jeu incroyable, il va encore à une vitesse. Pour l'avoir vu à Lille, honnêtement, il a un timing au niveau de la prise de balle tôt, il a un revers là, une arme de destruction massive comme le disait Julien Orferlin. Et s'il a envie et s'il sent que physiquement il est capable, bon sang, laissez-le encore s'amuser quoi. Voilà. C'était Je mon te coup de rejoins gueule. parfaitement. Bon, et David, si tu nous entends, j'espère de tout Salut cœur David. que ça ira très vite. En tout cas, nous, on est derrière toi et on suit, Ouais. on suivra ce qu'il fera à Indian Wells. Je ne sais pas quand il est programmé. Je me demande si c'est pas mardi, David Goffin. Alors, Oui, c'est vrai. J'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui, non, effectivement. non, sauf que c'est Alex qui joue aujourd'hui et David mardi. Ouais. Ils tenteront en tout cas tous les deux de rejoindre Zizou Bergs et Raphaël Collignon dans le tableau final dans le désert californien. Et chez les filles, eh bien, seule Elise Mertens est notre représentante belge à Indian Wells dans le tableau féminin. Pourquoi vous me demanderez-vous peut-être pas Anne van de Winkel, désormais top Ouais. 130 hein, après ces deux magnifiques titres décrochés coup sur coup en Inde en février. Pourquoi est-ce qu'elle ne figure pas dans le tableau final à Indian Wells? Eh bien, j'ai demandé à l'un de ses coachs, Romain Barbosa, de nous expliquer les raisons. Je vous propose d'écouter sa réponse tout de suite.
Alors non, elle ne fait pas Indian Wells pour deux raisons. La première, c'est qu'au moment de l'inscription, c'est plus ou moins un mois à l'avance. Donc c'était plus ou moins au début du périple de l'Inde. Et à ce moment-là, elle n'avait pas du tout bien joué. Elle n'était pas en confiance du tout. Donc ça, c'était un peu un risque de l'inscrire à Indian Wells. Dans le sens que s'imagine l'Inde avait mal tourné, que c'était, je sais pas, elle avait fait deuxième tour, quart de premier tour, d'arriver là-bas, de jouer 2 Masters 1000. Alors on connaît le niveau là-bas. Et de te dire que si vraiment tu n'as quasi pas joué de match depuis le début de l'année, tu te retrouves peut-être à jouer 2 matchs sur un mois. Parce que c'est des Masters sur 2 semaines. Alors oui, cette année, ils ont rajouté Austin que tu pouvais jouer entre si tu es éliminé. Mais donc, c'était quand même un énorme risque de l'inscrire là-bas. Et voilà, si on avait su, évidemment, qu'elle avait gagné les 2 derniers, évidemment qu'on l'aurait fait. Mais le système d'inscription est fait qu'on doit s'inscrire un mois à l'avance et qu'on est obligé d'y aller si on rentre. Donc voilà, on savait que le cut était vers 145 et elle était plus ou moins 135 au moment de s'inscrire. Mais voilà, on a tous décidé de pas s'inscrire là. Du coup, ce qu'elle va faire ici, voilà, elle fait plan B, c'est 2,75 000, donc 1,75 000 à Terre-Nava, puis une semaine d'entraînement, 1,75 000 à Maribor, il me semble, puis switch sur Terre, et là, elle va faire le WTA 250 de Bogota avant la Fed Cup. Parce que pour une fois, elle pourra utiliser son ranking pour rentrer dans un gros événement. Parce que c'est vrai que depuis qu'elle est top 130, elle n'a pas encore vraiment pu utiliser son classement pour rentrer dans un 250 ou un 500 ou je ne sais quoi. Donc voilà, on va faire cette option-là. Et puis sur la saison sur Terre, elle pourra faire aussi plus de gros tournois. Mais voilà, on ne pouvait pas anticiper et prendre de risque de se retrouver au mois d'avril avec même pas une dizaine de matchs dans les jambes. C'était trop risqué. Donc voilà. Et puis évidemment, il y a aussi Grete Minen qui n'est pas dans ce tableau final à Indian Wells parce qu'elle est elle aussi au tournoi 75 000 de Terre-Nava dont vient de nous parler Romain. Grete Minen qui s'est récemment séparée de son entraîneur néerlandais Fred Hems avec qui elle avait commencé à travailler après la fin de sa collaboration avec notre consultant Philippe Dehaze en décembre 2024. Elle avait également travaillé avec Xavier Moureau bien sûr, mais en décembre dernier ici Kirsten Flipkens, l'ancienne joueuse 13e mondiale, aujourd'hui âgée de 40 ans, avait intégré le staff de Grete Minen. Kirsten l'accompagne à Terre-Nava, tout comme Hanne van de Winkel, qu'elle va encadrer d'ailleurs quelques semaines par an. Mais c'est vrai que Grete Minen a vécu une saison 2025 assez compliquée, avec pas mal de blessures. Elle a quitté le top 100, hein, elle était 59e mondiale l'année passée. Elle chute peu à peu au classement depuis, elle est aujourd'hui 153e. Donc on lui souhaite évidemment de rebondir très rapidement, parce que c'est une très chouette fille, Grete Minen, et vous pourrez l'applaudir certainement. Elle fera certainement partie de la sélection de la Billie Jean King Cup qui vient à Ostende les 10 et 11 avril face aux États-Unis. Donc ce sera l'occasion de voir Elise Mertens pour la première fois. On le souhaitait, Louis, lors de notre podcast après l'Open d'Australie. Eh bien, notre vœu a été exaucé. Et pour parler de Grete Minen, même si je suis évidemment, comme tu le dis, on le souhaitait très content de voir Elise Mertens sous les couleurs de la Belgique. C'est aussi ce genre d'événement qui peut donner à Grete Minen un petit sursaut. Ça change évidemment du tournoi classique où elle est seule. Là, ils seront quand même en équipe et ça lui fera du bien parce elle commence à être dans un ventre mou de ce circuit WTA entre la 150e, donc proche du top 100 et en même temps petit à petit, elle arrive vers les 200e places qui commence à être critique, surtout bon à son Ouais. âge. C'est pas facile en fait de se remettre dans le bain. Je l'avais regardée en Roumanie contre Emma Raducanu et j'ai vu elle peinait physiquement aussi. En tout cas, le fait de rejouer des tournois comme ça, 75 000, bah c'est bien, ça aller rechercher de la confiance et essayer Bien sûr. de rejouer des matchs. Ouais. Et je trouve ça admirable de sa part et j'espère vraiment qu'elle va retrouver la confiance nécessaire, Grete Minen. Par contre, je voulais mentionner les wildcards de ce tournoi d'Indian Wells. J'étais étonnée de ne pas voir Stan Wawrinka dans la liste des invités par les organisateurs. Ils ont préféré Gaël Monfils. Bah écoute, j'ai vu beaucoup de gens en parler sous même les posts faits par ce tournoi d'Indian Wells. Oui. Pourquoi Stan Wawrinka n'est pas là? En fait, c'est simple. Stan Wawrinka n'avait pas prévu de se rendre à Indian Wells. Il savait pas qu'il allait faire des aussi bons résultats en ce début de saison. On le sait, il l'a même dit. Il a fait une préparation décembre qui est Oui. titanesque. Je pense que c'est un des joueurs qui s'est d'ailleurs le mieux préparé pour cette saison
saison 2026. Et donc simplement, bon, il s'attendait pas à jouer aussi bien. Donc il s'était pas inscrit pour le tournoi et il la donne à Gaël, mon fils, qui la mérite aussi. On sait à quel point là-bas, du côté des États-Unis, Gaël, mon fils, est apprécié. Oui, et les organisateurs ont aussi invité le jeune espagnol très prometteur Rafael Rodar. Mhm. Alors un espagnol qui s'appelle Rafael, on s'en méfie toujours, mais ce sera la première fois qu'il participera au tableau principal d'un ATP Masters 1000 à Indian Wells. Au cours des 6 derniers mois, ce joueur de 19 ans a remporté 3 titres sur le circuit Challenger, ce qui lui a permis de se qualifier notamment pour les Masters de la Next Gen. Et il compte aussi 3 victoires sur le circuit cette année, dont une victoire surprise tout récemment contre Cameron Ouais. Norrie. C'était au premier tour du tournoi Mhm. d'Acapulco ATP 500 quand même. Ouais, il est vraiment très bon, ce Rodar. Vraiment puissant, il est très grand, donc il sert vraiment très bien. Et il a une maturité déjà dans son jeu à son jeune âge, 19 ans, très très calme. Il a un air un peu si rien, c'est-à-dire qu'il est un peu impassible sur le court et a pas vraiment de coups faibles. Donc encore un Espagnol, décidément les Espagnols, les Italiens Ouais. sont présents dans ce top 100 ou du moins parmi l'élite du tennis mondial. Oui, il est juste aux portes du top 100. Il est 103, Ouais, Raphaël Rodard. Il va y entrer très rapidement, certainement. Mais ouais, ouais, il est une bonne petite valeur sûre, ce Raphaël Rodard. Et il y en a un autre jeune qui fera partie du tableau, mais lui des qualifs. C'est le petit garçon qui s'appelle aussi Zizou. oui, il s'appelle Zizou, c'est Isayan Zizou Ahmad. Alors qui est-il? C'est la belle histoire pour moi de cette semaine. On l'a appris. Il avait 7 ans lorsqu'à l'US Open 2017, il se rend en conférence de presse. La conférence de presse de son joueur préféré, Roger Federer. C'est le joueur préféré de pas mal de joueurs, je pense. Et il demande à Roger, oui, écoute, est-ce que j'aurai l'occasion un jour de jouer avec toi? Est-ce qu'on se verra sur le circuit principal? J'ai envie d'être joueur de tennis pro. Et Roger Federer lui répond, je vais encore attendre 7, 8, 9 ans d'ici le temps que tu arrives sur le circuit professionnel. Ça va faire un petit peu vieux pour moi, mais je te promets, Isayan, on jouera ensemble. Évidemment, Roger Federer tient toujours ses promesses. Il a invité quelques années plus tard le jeune Isayan Zizou Ahmad chez lui à Zurich à taper la balle. La belle histoire n'est pas finie. Isayan Zizou Ahmad participe maintenant aux qualifications d'Indian Wells. Il jouera Augustin Thiago Tirante. Donc voilà, mais c'est vraiment une belle histoire quand on sait que ils avaient fait une promesse, la fameuse promesse du petit doigt, qui est restée dans l'histoire des conférences de presse de l'US Open. Ouais, et c'était un bon gros coup marketing aussi de je sais plus quel publicitaire suisse pour de l'avoir fait venir justement jouer avec Roger. C'était toute une mise Ouais. en scène. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, hein, si vous tapez son nom, vous verrez cette séquence si vous la connaissez pas, parce que je crois qu'elle a déjà été vue des millions de Ouais. fois tellement elle est belle. Elle met toujours un petit peu la larme à l'œil, en tout cas pour moi. Ouais, et c'est fou de se dire que maintenant, quand même, il fait les qualifications d'Indian Wells quelques années plus tard. Donc, Ouais. ce petit Isaïen ne s'était pas trompé. Il est bel et bien devenu pro. Oui, et ça, c'est bien sûr une wildcard dans le tableau qualif, mais par contre, il y a aussi d'autres wildcards américaines dans le tableau principal, Ouais. notamment Michael Zeng, Martin Dam et Zachary Svajda, qui ont tous reçu une invitation pour disputer donc ce tournoi d'Indian Wells. Oui, et pour donner de plus en plus d'informations concernant Indian Wells, eh ben, des fois le soir, après avoir fait à manger, je m'embête et donc je regarde les streams Twitch d'un certain Tyler Fritz et c'est intéressant de regarder parce qu'il donne plein d'anecdotes croustillantes sur le circuit tout en jouant aux jeux vidéo. Il nous a fait part de l'état des balles à Indian Wells. Avant, ils jouaient avec des balles Penn. Maintenant, ils sont passés sur du Dunlop. Alors, quel va être le changement? La balle Penn avait tendance à voler, à être extrêmement compliquée à maîtriser. Donc peut-être une balle plus légère. Ils vont passer sur du Dunlop, qui est une balle plus courte, plus lourde, pardon, plus facile à contrôler. Donc ça favorise les longs échanges. Je pense notamment à Daniil Medvedev qui adore ça. Mais voilà, petit changement de balle. Et un joueur comme Fritz, évidemment, se plaint de ce changement de balle parce que lui, plus il peut écourter les échanges avec son gros service et son coup
droit, mieux c'est pour lui. Et autre petite information, Alcaraz et Sinner vont être contents parce qu'on se souvient de cette histoire à l'Australian Open. Il y avait un bracelet pour maîtriser, enfin pour évaluer leur performance lors des matchs qui cachaient des fois sur leur petit bandeau qu'ils ont au poignet pour essuyer leur sueur. On leur avait demandé de retirer ces indicateurs de performance parce que c'était pas convenable quant aux règles et à la bienséance du circuit ATP. Ça a été évidemment supprimé, cette règle. Je comprends pas Non. pourquoi d'ailleurs les joueurs n'avaient pas le droit de juger leur performance via, je le rappelle, simplement un bracelet. Ça donne l'occasion, ce bracelet, de voir la fréquence cardiaque lorsqu'ils jouent et aussi l'oxygène qu'ils ont dans le sang. Donc voilà, on sait, hein, constante progression et amélioration et innovation des techniques pour être le plus performant possible. Eh ben, on voit là encore un autre. Les joueurs, et une majorité de joueurs maintenant, je pense, évolueront avec un bracelet à leur poignet pour évaluer leur performance. Bah oui, c'est un peu comme une montre connectée finalement. Oui, exactement. Et donc, je comprenais pas pourquoi Non. Alcaraz, qui avait dû le retirer, Sinner, Darderi, justement, dont on a parlé, avait dû le retirer. Ils avaient été un peu choqués. Mm. Règle qui a été évidemment retirée, annulée. C'est tout à fait normal, je pense. Et tu parlais tout à l'heure des balles, j'ai pas voulu t'interrompre, mais Medvedev, c'est sur quelle balle qu'il a complètement pété un câble au tournoi de Dubaï, je pense? Non, de Doha? C'est les balles quand il joue Hubert Hurkacz, Ed? je pense. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il pète un câble sur ces balles. Je sais pas ce qu'il dira sur ces balles-là s'il a l'occasion d'aller au tournoi. Mais c'est clair que voilà, c'est aussi, plein de joueurs veulent l'uniformisation des balles sur le circuit, Ouais. donc que toutes les balles soient les mêmes, et comme ça, il n'y a pas vraiment de différence. C'est à l'appréciation de chacun. Moi, j'aime bien parce que ça offre toujours ces petites polémiques, ces petites déclarations, et puis chaque tournoi est différent, donc pourquoi pas garder ça. Oui, j'ai retrouvé, il disait que, du grand Daniil Medvedev, il disait que c'était au tournoi de Rotterdam, et Ah, Rotterdam. il avait affirmé que les balles n'étaient pas Juste. rondes. Oui, oui, ben, souvent les joueurs s'en plaignent parce qu'après quelques coups de raquette, et c'est une expression connue même dans le tennis, ils disent on joue avec des pamplemousses parce Oui, qu'au bout de quelques frappes, les balles deviennent énormes et c'est vrai effectivement un peu difformes oui. et on voit voilà qu'elles sont en piteux état et c'est du Daniil Medvedev dans le texte effectivement. Je pense que je dois pas taper assez fort sur la balle parce que j'ai jamais vu une de mes balles devenir pamplemousse ou devenir pas ronde. Peut-être au bout de 2-3 heures, tu dois tester jouer 2-3 heures d'affilée avec la même balle. Mais il y a une joueuse qui vient de poster un truc avec une vidéo de l'état des balles à Indian Wells après s'être entraînée 25 minutes. T'as pas vu passer ça? Ça me dit quelque chose. J'ai pas le nom de la joueuse en tête, mais effectivement, je Ouais, l'ai vu passer. Puis il faut se dire que on parle toujours, évidemment, nous aussi, surtout de ce top 100 et de ces tournois principaux. Je pense à un Laurent Locoli qui fait aussi des vlogs sur YouTube. Le français, il avait ouais. montré que déjà en Challenger, ils commençaient parfois leur match avec des balles qui étaient déjà usées. Donc, Ah oui. c'est dire aussi la différence et le luxe qu'ont quand même ces joueurs de faire ces grands tournois-là. Dans d'autres tournois, que ce soit ITF ou Challenger, on peut commencer des matchs avec des balles déjà usées. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour et drôlement bien mené le tour de l'actualité de la semaine écoulée. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces informations. Merci beaucoup, Louis, pour ta perspicacité sur le cours, sur le micro, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Et j'espère que tous les auditeurs vous aurez apprécié. Si c'est le cas, eh bien, merci de partager notre travail aussi bien via YouTube que via les réseaux sociaux ou bien en Ouais. podcast, de nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires, ça nous fait vraiment toujours Des petits pouces bleus aussi sur YouTube. plaisir. Voilà. Sur YouTube, c'est des pouces bleus aussi? Non, c'est des pouces noirs, non? Je ne sais plus. Des pouces, oui, des pouces bleus, c'était des pouces bleus avant, donc je suis peut-être trop vieux pour ça, mais des likes en tout cas et des commentaires sur YouTube, ça fait toujours très plaisir. Voilà, ça nous permet d'être entendus par le plus grand nombre et que notre travail puisse rayonner le plus loin possible. Merci beaucoup à tous, en tout cas, c'est un plaisir que vous soyez à notre écoute. N'hésitez pas à interagir avec nous. Louis, on se retrouve très vite après le Sunshine Oui. Double et je te remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.